Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont en ligne et puis ceux qui écouteront après. Alors, on m'a demandé de parler de l'expérience de Toulouse, puisque pendant un peu plus de 3 mois, j'ai conduit, avec l'aide d'un certain nombre d'experts, d'amis, une mission à la demande de la métropole et de la région. La métropole et région qui s'interrogeaient sur la relance possible après la crise Covid qui de fait se transforme là-bas très vite en crise du tourisme, en crise de l'aéronautique, donc en crise de secteurs qui sont extrêmement importants pour l'emploi et l'activité économique de Toulouse et de la métropole. Donc la lettre de mission, la lettre que Jean-Luc Moudin m'avait envoyée le 6 juillet avec l'appui de Carole Delga, hein, c'est bien une mission lancée par la métropole avec l'appui de la région Occitanie. C'était quelle piste d'avenir, est-ce que vous pouvez, au-delà de ce qui va se passer dans l'immédiat, qui va être très dur, ouvrir des pistes d'avenir pour le territoire. Alors, on s'est posé la question avec Jean Tirole, hein, puisqu'au début, c'est Jean qui m'a mobilisé, Jean Tirole, qui, lui, ne pouvait pas assumer cette mission parce qu'il avait en même temps une mission nationale en parallèle, mais qui a suivi toutes les réunions de fait et avec lequel j'ai pas mal discuté de la composition de la commission. Donc, on a essayé de recruter dans la commission des personnes, disons, avec des compétences dans des domaines qui nous intéressaient et avec un a priori, c'est d'ouvrir la composition de la commission bien au-delà de la région Occitanie et de la métropole de Toulouse. Donc, on avait finalement une commission de 12 membres, 6 qui avaient un lien avec le territoire occitan, disons, et la moitié qui était complètement externe à la région. Alors, des experts dans le domaine de l'aménagement urbain. Donc là, on a mobilisé Silméno Sourneuve, hein, que certains connaissent peut-être, hein, de la Fabrique de la Cité. Pour le climat, on a mobilisé Hervé Le Treut, climatologue. Pour la finance, on a mobilisé Jacques Delplat. Pour industrie, emploi, formation, là, on avait nos jeunes camarades du Cœur des Mines, hein, qui faisaient ça en plus de leur travail ordinaire, donc Victor Richon et Paul Adrien Hippolyte. Et puis Christophe Emous, un jeune inspecteur des finances toulousain par ailleurs, qui avait conduit des missions sur la formation et jeunesse. Et puis enseignement supérieur, innovation, start-up, Pierre Monsan, créateur d'une start-up. Pierre-Benoît Joly, responsable de l'INRA dans la région Occitanie. Et puis, on a décidé d'innover un peu en mobilisant une championne de ski acrobatique, Perrine Lafont, du fait de son âge, hein, 25 ans. C'est une jeune qui assume l'engagement en société dès son jeune âge, donc qui a accepté de faire partie de la commission. Elle l'a fait systématiquement à distance parce qu'elle était en réentraînement post-confinement pour les championnats. Et puis le restaurateur 3 étoiles du coin, hein, l'auberge du Vieux Puy, Gilles Goujon, qui lui aussi, et c'était très intéressant de voir qu'ils ont accepté tous les deux sans aucune réticence. Alors voilà ce groupe composé, complété d'André Sirota. André Sirota, du fait de ses compétences, bien sûr, en médecine, et aussi président de l'Oncopôle, enfin du pôle toulousain sur les cancers. Claudie Aigneret, spationaute et marraine de la Cité de l'Espace, hein, qui elle aussi avait des liens avec Toulouse. Geneviève Fioraso, présidente de l'IRT locale, hein, sur le spatial, et par ailleurs, vous le savez, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc des personnalités qui, d'une manière ou d'une autre, avaient quelque chose à dire à notre travail. Et j'en ai peut-être oublié un ou deux dans la liste, mais ça vous donne disons, la diversité des compétences mobilisées. Alors, notre idée, c'était de cadrer un peu l'exercice, puis d'aller entendre des gens qui avaient une expérience sur le terrain là-bas. Donc, il y a eu plus de 110 entretiens avec des personnalités qui avaient quelque chose à nous dire, hein, soit parce qu'on allait les voir, soit parce qu'ils étaient volontaires pour nous voir. Et avec cette méthode, c'est-à-dire analyse factuelle, analyse par des experts et interview de 110 personnes sur le terrain, on a établi un diagnostic des forces et faiblesses, hein, du territoire toulousain, au sens on a pris l'aire urbaine, hein, plus large que Toulouse. On a discuté de propositions en commission, on a identifié nos propositions, on les a creusées et puis on les a présentées. Alors, notre a priori, il a été simple, partir des forces,
C'est-à-dire se dire que, bon, par exemple, l'aéronautique, même si momentanément c'est en crise majeure, ça crée des forces de compétences, des forces industrielles qui peuvent être utilisées autrement. Donc, il faut penser que Toulouse restera la capitale de l'aéronautique et comment est-ce qu'en plus on peut reconvertir un certain nombre de ces forces vers d'autres secteurs. Profiter de tous les talents, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est demandé quel type de talent était disponible, soit localement, soit nationalement, soit internationalement, et donc à qui on pouvait faire appel. On a systématiquement regardé ce qui se passait à l'étranger, hein, dans les domaines dans lesquels on avait envie d'innover ou de faire des propositions. Et puis, on a essayé de proposer chaque fois que possible et chaque fois qu'il y avait eu des bagarres, hein, parce que c'est visiblement Toulouse est un peu spécialiste des bagarres, comme le dit Claude Nougaro. On a essayé de proposer de faire PAC, hein, de faire PAC pour recréer des projets collectifs, et notamment dans le domaine universitaire. Toulouse s'est malheureusement rendu célèbre en échouant plusieurs fois aux appels d'offres nationaux pour des raisons de non-entente, de projets collectifs non achevés. Voilà, et à partir de tout ça, on a proposé un certain nombre d'actions, 11 je crois, avec des propositions extrêmement concrètes et des thèmes d'action qui supposaient l'intervention de la métropole, de la région, parfois d'une échelle intermédiaire, et qui ouvraient sur des pistes d'avenir pour développer l'emploi, le cadre de vie et plus globalement la résilience du territoire, hein, qu'elle soit climatique ou qu'elle soit économique ou qu'elle soit sociale. Voilà, Toulouse est un territoire très jeune, beaucoup plus jeune que le reste de la France. On peut voir ça comme un avantage, on peut voir ça comme un inconvénient. Avantage, bien sûr, parce que c'est source de dynamisme, et inconvénient parce que vous avez 50 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi au moment où l'aéronautique est en crise. Vous voyez, et chaque fois qu'on fait un diagnostic, il faut se demander ce qu'on peut en tirer comme atout au-delà de l'obstacle conjoncturel que ça représente. Donc, je ne vais peut-être pas détailler les 11 mesures qu'on a proposées, hein, dans le domaine de l'aménagement et du climat, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'innovation, de l'enseignement supérieur et des startups, dans le domaine des jeunes, de la formation et de l'emploi et dans le domaine du tourisme, de la nature et de la culture, mais avec toujours cet a priori, comment on tire parti des forces locales pour passer ce moment qui, de toute façon, va être un moment difficile. Vu les problèmes de l'industrie aéronautique, je pense que vous suivez dans la presse régulièrement des annonces de lendemain momentanément douloureux. Voilà, donc est-ce que ça vous suffit comme introduction pour qu'on démarre les questions ou je ne connais pas les habitudes du groupe ou a-t-il besoin d'être un peu plus chauffé par des choses concrètes? Alors, merci Marion. Pour le moment, il y a pas de questions dans le chat. Il y a juste Grégoire Postelvinet qui nous a mis le lien vers les 16 experts, donc en complément de ce que tu as dit. C'est très intéressant. Alors, si tu veux, peut-être, moi, j'avais une ou deux questions pour te relancer, si tu veux, et tu peux reparler un petit peu. Euh, Bien sûr. alors, est-ce que, moi, j'avais une question l'articulation entre le territoire, donc la métropole et la mairie d'un côté et l'État de l'autre, est-ce que, entre guillemets, vous avez travaillé pour le local uniquement, mais en lien avec l'État, ou comment ça s'articulait entre local et étatique? Et il y aura bientôt des élections régionales en France, donc comment ça s'inscrit? Est-ce que c'est une démarche qui est purement administrative, on peut dire, ou c'est quasi politique, dans le sens où ça fait un programme voilà, d'action qui peut être porté après par des élus. Et Frédéric Tatou, dans le chat, rajoute un peu dans le même ordre d'idée, il serait intéressant de connaître l'attitude de l'État vis-à-vis de l'initiative. Quelle est la réaction de l'État? D'accord. Alors, c'est effectivement, c'était une des choses qui me gratouillait au démarrage. Bon, d'abord, la première condition que j'avais mise pour accepter la mission, c'est qu'elle soit confiée à la fois par la métropole et par la région, parce que je pensais que faire un programme pour une métropole sans associer le conseil régional, qui a quand même des compétences en matière d'aménagement et d'économie, c'était dommage. Et ça tombait bien parce qu'ils s'entendent extrêmement bien, paradoxalement, bien que n'étant pas du même bord politique. Jean-Luc Moudinque et Carole Delga, de fait, savent faire équipe. Alors après, le deuxième problème, c'était effectivement travailler sans l'État, c'est absurde, puisque si vous avez la curiosité de lire le rapport,
Les collectivités ont déjà essayé de faire des plans de relance, mais l'échelle des plans de relance que les collectivités peuvent financer est toujours un petit peu en deçà des besoins réellement d'un territoire quand il y a un accident industriel aussi momentané, mais aussi profond que celui de la crise de l'aéronautique actuelle. Donc, le sujet, c'était souvent plus d'ouvrir la possibilité d'avoir accès au plan de relance national ou européen. Et on a un peu considéré l'argent local, d'une certaine manière, comme du seed money ou du fonds d'amorçage pour préparer plus vite et plus efficacement des propositions qui pourront trouver un prolongement et un financement au niveau national et européen. Beaucoup de nos propositions sont articulées à des thèmes qui font sens au niveau national ou européen. Donc, très vite, je crois que ma première visite a été pour le préfet de région qui, par chance, est un connaisseur des questions industrielles et des questions d'aménagement, puisqu'il a été lui-même responsable de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, je crois. Donc, un préfet extrêmement attentif aux questions de développement. Et de fait, pendant la mission, je me suis arrangée, c'était pas confidentiel, mais c'était discret, je le faisais en contact bilatéral, pour que le préfet soit bien au courant des pistes de travail et qu'on en discute. Donc, avec l'idée qu'à la fin, il faille y arriver à une possibilité d'une triangulaire pour concevoir la suite. Et de fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les collectivités ont annoncé déjà métropole. Donc, il y a deux actions qui sont en train de se mettre en place. Le contrat de plan État-région, qui était déjà programmé et qui se discute, qui est en cours de montage, je pense, dans toutes les régions. Et par ailleurs, la métropole et la région ont décidé de passer un contrat, alors comment appelle-t-il ça ? Ils ont décidé de passer un contrat d'objectifs partagé sur le développement et la diversification de l'économie toulousaine. Donc, on va avoir un système de triangulaire avec double contractualisation qui va permettre cet entraînement concret des forces vives avec des accès à des financements nationaux et européens. Donc, c'était effectivement une de nos ambitions. Et puis, par ailleurs, on a essayé de proposer un certain nombre d'innovations financières, et ça, c'est parce que dans le groupe, on avait un certain nombre de personnes avec des expériences diverses qui ont permis de réfléchir à des stratégies foncières, à la création de land grant, enfin de systèmes permettant des financements un peu originaux. Donc oui, l'idée était bien d'organiser très vite une triangulaire métropole, région, État. Et on a eu de la chance parce que c'est un préfet de région extrêmement sensible à ces thèmes et extrêmement efficace qu'on a eu. Ok, excellent. Donc, Grégoire Postevinet a mis le lien vers le rapport. Merci Grégoire. Deux liens, même le rapport complet, les 11 propositions. Alors, justement, ça fait la suite avec une autre question qu'on avait dans le chat, c'est comment ont été accueillies les propositions, notamment par l'État, et comment tu vois leur mise en œuvre. Est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce qu'il y a qui les porte? Et voilà, est-ce que tu es raisonnablement optimiste sur leur mise en œuvre rapide? Alors, effectivement, nous sommes, alors comme ils ont mis dans leur article là, du journal de la métropole, un sac de pépites, c'est une réserve à idées, mais idées qui ne vivront que si elles sont mises en œuvre par les acteurs locaux. Nous sommes totalement conscients que notre responsabilité ne va pas au-delà de la formalisation d'un certain nombre de propositions, et donc ça suppose qu'un relais soit pris. Alors la première chose qui a été faite, c'est une réunion avec les élus de la métropole. Donc, de fait, c'est la métropole qui fait l'animation. Et il y a eu une réunion avec, je dirais, ils étaient 70, 80, on était masqués dans une grande salle, mais il y avait bien 70 ou 80 élus de la métropole, de toutes couleurs confondues. Et bon, moi, ma première bonne surprise, c'est qu'ils ont été nombreux à venir et qu'ils ont posé énormément de questions. On a eu toute une demi-journée de travail donc sur les propositions et la réaction aux propositions. Beaucoup d'intérêt.
de la part des élus sur ces propositions. Bon, ce n'est pas très étonnant parce que, au-delà du fait qu'il y avait des experts externes qui ont apporté des idées, hein, Claudie Aigneret et Geneviève Fioraso ont été extrêmement précieuses pour penser le spatial, c'est-à-dire comment penser un développement sur le thème du spatial alors qu'il y a des compétences aéronautiques. Hein, c'est quand même pas absurde, il y a beaucoup de points communs. On a pensé à la météo et la RVE de Treut nous a pas mal aidé sur les développements météo. On a pensé aux systèmes embarqués, aux mobilités. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de thèmes industriels, donc les experts ont été utiles. André Sirota a été utile pour penser la médecine du futur, Pierre Monsan pour penser la biotechnologie. Moi, je connais un peu plus l'alimentaire. Enfin, chacun a apporté quelque chose de ce qu'il savait des possibilités de secteurs d'avenir, disons. Mais au-delà, on a systématiquement interrogé les acteurs locaux. Donc, ce qu'on a proposé n'était pas, enfin, était systématiquement recalé d'une certaine manière, emboîté avec une dynamique locale, soit existante, soit potentiellement existante parce que des acteurs étaient motivés. Voilà, donc effectivement, il y a un peu d'espoir que ça suive. Et je vous donne 2 exemples. Sur l'université, hein, c'est une tragédie au sens grec du terme. Hein. C'est-à-dire que Toulouse est extrêmement dynamique du point de vue scientifique. Il y a plusieurs universités. Comme souvent en France, les universités se sont créées les unes contre les autres ou à côté des autres pour des raisons autres que des raisons de discipline. Disons qu'il y avait des raisons humaines ou des raisons idéologiques. Enfin, il y a toujours une histoire extrêmement lourde. Et dans beaucoup de grands sites universitaires, ces histoires ont été surmontées pour créer ce qu'on a appelé des initiatives d'excellence et donc pour bénéficier de moyens exceptionnels de développement de la recherche et de l'enseignement supérieur. Toulouse, malheureusement, là encore pour des raisons conjoncturelles et humaines, n'a pas réussi à faire la même chose. Et de fait, ne pas être sur la carte des sites qui ont une vocation internationale, c'est extrêmement handicapant parce qu'on n'a plus accès à un certain nombre de financements et en images, ça risque d'avoir un effet répulsif vis-à-vis des bons scientifiques et des bons projets. Et donc, il nous apparaît vraiment essentiel, et puis c'est à nous de le dire, je veux dire, quand on est une commission libre et extérieure, hein, totalement indépendante, qui dit ce qu'elle veut, bah, il faut dire le roi est nu. Donc, on a dit, c'est pas possible que vous continuiez comme ça. Et encore pire, on a dit, on vous propose de faire venir une personnalité extérieure pour reprendre la construction du dossier. Parce qu'entre vous, il y a effectivement beaucoup d'acteurs, mais les acteurs sont complètement bloqués les uns par rapport aux autres. Et voilà, c'est extrêmement positif puisque les collectivités ont fait venir Patrick Lévy de Grenoble, hein, qui a su monter une université compliquée à manquer. C'est à Grenoble où il y avait beaucoup d'acteurs. Et donc, ils ont mandaté quelqu'un d'externe pour redémarrer leur projet. Autre proposition, en matière de culture et de tourisme, je veux dire, on a un arrière-pays extrêmement riche. Hein. Vous avez, enfin, je ne vais pas citer tout, mais vous avez Albi, vous avez les Qatars, enfin, vous avez beaucoup de choses à valoriser. Et il y a très, très peu de tourisme. Toulouse est une des dernières villes de France pour le nombre de nuitées passées en dehors des nuitées liées directement à des déplacements de travail. C'est absurde. Et tout ça parce que c'était trop riche d'une certaine manière. Hein. Quand on déborde d'argent et de projets, on n'a pas besoin de chercher des sujets de développement ailleurs. Donc, on leur a donné un certain nombre d'idées pour développer des projets touristiques et des packages de projets touristiques au-delà des gens qui viennent à Toulouse et qui n'y restent pas. Vous voyez, donc on a proposé Toulouse et les gens passent 50 minutes en moyenne dans leur voiture entre le boulot et entre leur domicile et le boulot. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été aménagé, ça a grandi trop vite, ça n'a pas été pensé en aménagement transport doux. Donc là aussi, on leur a fait un certain nombre de propositions pour, d'abord vis-à-vis des gaz à effet de serre, enfin pour des raisons de santé, d'environnement et d'efficacité globale économique, comment améliorer les transports dans cette zone de Toulouse telle qu'elle est conçue avec les lieux de travail et les lieux de résidence qui sont bien distincts et éloignés. Vous voyez, enfin, il y a un certain nombre de choses, donc proposition de transport de plusieurs titres. Proposition de penser l'évolution du territoire avec le climat, parce qu'il y a un problème d'eau dans la région. Donc, ce n'est pas un problème majeur si jamais il est régulé, si on pense réserve. Il tombe assez d'eau pour tout fournir, mais par contre, au mois de juillet,
on manque d'eau, donc ça va poser des questions économiques et des questions environnementales. Voilà, donc un tas de problèmes concrets sur lesquels on a proposé des solutions concrètes. Je ne sais pas si ça répond à, à votre question sur quelles propositions et leurs chances de mise en œuvre. Et normalement, donc, j'ai été invitée fin janvier à faire une deuxième réunion avec les élus du territoire, réunion qui a été reportée pour des raisons Covid, assez évidentes. Bah, merci Marion. Oui, donc là, ouais, on a donc avancé sur les propositions elles-mêmes et ça devance en fait la question supplémentaire que j'ai eue dans le chat de Fabienne Marquet. Donc parler concrètement de 3-4 actions de relance, lesquelles et comment. Alors peut-être, comme tu en as déjà commencé à parler de ça, est-ce qu'il y a un business plan ou une façon de voir qu'est-ce qu'elles vont rapporter en termes d'emploi, combien elles vont coûter, combien elles vont rapporter. Est-ce que vous êtes allé jusque-là pour voir ou est-ce que voilà, c'est peut-être dans l'implémentation qu'il y aura une sorte d'analyse coût-bénéfice et de voir combien il faut investir pour chaque action? Alors, d'autres choses concrètes, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui sont ni en emploi ni en formation, hein, 13% des jeunes, bon, je crois que c'est la moyenne nationale, avant les problèmes de débouchés de l'aéronautique. Et bon, un certain nombre d'idées sur des salons jeunes, sur des accompagnements, des idées sur la création de campus de formation, parce que malheureusement, pendant qu'il y a des chômeurs, il y a des emplois non fournis, non remplis dans les industries, parce que malheureusement, les formations ne sont pas en adéquation avec les emplois industriels notamment. Enfin, donc, on a, oui, proposé des choses extrêmement concrètes. Nous n'avons pas fait de business plan pour chacune des propositions. En revanche, nous avons systématiquement indiqué un branchement de la proposition avec un mode de financement possible. Donc, soit apporter des élus, parce que ce n'est pas très cher à faire et que ça demande, soit un type de financement qui permet de mettre l'action en place, avec l'idée que les collectivités n'avaient pas des moyens infinis. Donc, il n'y a pas de business plan au sens où on n'a pas dit combien d'emplois ça créerait et ce que ça coûterait. En revanche, on a toujours indiqué un chemin de faisabilité financière et humaine, c'est-à-dire avec des parties prenantes que ça intéressait. Ok, excellent. Et à la suite de ça, toi qui a la vision de terrain grâce à ces travaux-là, est-ce que tu as déjà une sensation, enfin déjà un ressenti de la mise en œuvre du plan de relance national et donc comment il peut infuser les actions territoriales? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des critiques qui ont été faites là dans nos précédents webinaires disant que les actions, notamment d'investissement, bah, les premières seraient en 2022 et donc le plan de relance, ben, voilà, il prendrait un peu de temps à arriver concrètement sur le terrain. Donc, est-ce que vous subissez ça dans les actions territoriales? Tu as parlé d'autres modes de financement. Est-ce qu'il y a d'autres modes de financement pour prendre les devants tant qu'on n'a pas l'argent du plan de relance national? Et peut-être, est-ce que tu as déjà vu quand même des premiers effets du plan de relance national déjà localement? Alors non, je n'ai pas vu d'effet. Ça, c'est toujours le problème des annonces nationales, c'est l'inefficacité souvent constatée dans le temps mis à monter les choses. Non, par contre, l'avantage d'avoir fait notre rapport et de l'avoir remis fin septembre, c'est que les propositions locales auront le temps d'être préparées pour le contrat de plan État-région et donc pour profiter du plan de relance. Mais je vous donne des exemples. On a proposé, parce que c'est un des sujets à Toulouse, hein, l'habitat est un habitat ancien, hein, dans les villes anciennes, c'est souvent le cas, avec une grosse proportion de passoires thermiques, etc. Donc on a proposé, par exemple, de lancer un grand plan de rénovation thermique des logements. Parce qu'il y avait un grand plan de rénovation des thermiques des logements au niveau national. Et qu'en mettant en place un accompagnement des personnes, les grands plans nationaux sont difficiles à mettre en œuvre en général parce que l'information des personnes est une vraie difficulté. Et les endroits où on constate que ça marche, c'est quand il y a un système d'accompagnement local qui est mis en place et qui permet de monter avec les propriétaires ou avec les locataires les dossiers qui vont bien pour bénéficier des aides mises en place.
Donc, notre idée, c'est que localement, ils mettent en place ce système d'accompagnement, le repérage, le système d'accompagnement pour permettre l'accès au plan de rénovation qui est mis en place au niveau national. Donc, vous voyez, donc on a, dans plusieurs cas, on a essayé de se brancher sur un système dont on savait qu'il y aurait un large financement, mais qui, en général, quand on fait des évaluations de politique publique, et vous êtes sans doute plusieurs à en avoir fait autour des visios, en général, la vraie difficulté, c'est la complexité, disons-le, hein, pour la personne concernée, d'avoir accès à ces financements. D'où l'idée de mettre en place des cellules locales d'accompagnement. Ok, merci, merci Marion. Alors, il y avait une question supplémentaire de Grégoire Postelvinet. Donc, un des effets de la crise a été de provoquer une énorme épargne de précaution des Français, mais cette épargne de précaution est sous forme liquide. Pour l'essentiel, elle ne sert pas à des investissements. Elle est difficile à mobiliser nationalement, régionalement ou localement, peut-être davantage dans la mesure où l'on voit plus directement l'intérêt de ce qu'on finance. Ceci a-t-il été examiné, et il met entre parenthèses, fonds locaux affectés ou autres. Voilà. Est-ce que vous avez cherché à mobiliser l'épargne de précaution, notamment locale? Alors, une de nos propositions, je ne sais pas si ce sera réaliste ou pas, est effectivement de mobiliser l'épargne locale dans ce qu'on appelle une foncière. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que quand on fait un investissement, je vous résume l'idée des économistes qui ont travaillé avec nous. Donc, c'est en général quand on fait un investissement public, hein, que ce soit un train ou enfin un transport public ou n'importe quoi, les dépenses sont publiques et les bénéfices sont privés parce que ce sont des terrains qui sont situés par hasard au bon endroit, qui vont gagner de la valeur. Et donc, l'idée est de créer, d'avoir une stratégie foncière et de créer des outils d'investissement, d'achat de territoire au sens centaines d'hectares publics, sachant qu'il faut prévoir la compensation biologique. Hein, je veux dire, ça, je suis consciente du problème d'imperméabilisation et donc d'éviter l'artificialisation de grandes surfaces supplémentaires. Mais l'idée, c'est d'avoir une stratégie foncière qui soit cohérente avec les aménagements qu'on a proposés. Et donc, cette stratégie foncière, notamment de mobiliser des fonds de diverses origines, et notamment des fonds locaux. Oui, donc il y a une des propositions avec une petite annexe là, avec un petit développement sur ce système, mais qui n'est pas suffisamment, enfin, ce n'est pas encore du tout une étude de faisabilité. Pour l'instant, c'est au stade de l'idée. D'accord, très bien. Et alors, moi, j'avais une question supplémentaire. C'est, donc là, tu as parlé de cette mission pour la métropole toulousaine, pour l'Occitanie. Est-ce que tu vois une généralisation de vos travaux à toutes les métropoles, à toutes les régions, ou sans dire généralisation, une source d'inspiration? Et est-ce que, à ta connaissance, les métropoles, les régions parlent entre elles pour se coordonner et essayer de profiter des bonnes idées de chacune? Écoute, je n'en sais rien. C'était en tous les cas le sens de l'article qu'on a voulu faire avec Jean Tirole dans Le Point, hein, de dire, écoutez, ce qu'on a fait à Toulouse, je veux dire, lui, Jean réside à Toulouse, moi non, objectivement, c'est faisable dans toutes les zones de France, de tirer parti des atouts dans toutes les zones de France. On peut identifier les éléments dynamiques, les lignes de force, les atouts qu'on peut valoriser qui sont mal valorisés, comme le tourisme dans la région de Toulouse. Ça, c'est faisable. Un diagnostic avec, donc nous, on était 12 experts un petit peu seniors et les 4 super bons, là, les jeunes qui nous ont accompagnés. Et un diagnostic, on prend les stats de l'INSEE, on écoute un peu ce qui se passe dans les analyses industrielles, on a écouté le directeur de l'industrie, enfin on a écouté un peu tous les responsables des directions de l'État localement, enfin on entend les échos et un groupe un peu un peu divers, c'est la diversité qui compte hein, pour avoir une diversité d'expertise est capable de faire ça, à mon avis, chaque région pourrait faire la même chose, ou chaque métropole accompagnée de la région pourrait faire la même chose, oui. Et je veux dire, le vrai avantage, et ils le disent, hein, là ce sont les élus locaux qui le disent, c'est pas moi, c'est que ça leur a rempli leur trousse à idées pour la suite.
Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont retenir, hein, puisque à ce stade, je n'ai pas encore vu le contrat qu'ils vont signer entre la métropole et la région, hein, le contrat d'objectifs partagés. Donc, ce qu'ils auront retenu effectivement, je ne sais pas ce qu'ils auront, pareil, retenu avec l'État, mais on voit bien que ça donne des idées quand même. Ils étaient, enfin heureusement, où ils ont fait semblant, mais ils étaient intéressés par les propositions. Et comme je vous dis, pour l'université, qui est quand même un sacré nid d'araignées, hein, c'est compliqué l'université. Ils ont mis en place quelque chose qui n'était pas facile, hein, c'est-à-dire quelqu'un de l'extérieur pour débloquer l'intérieur. Vous voyez, donc ils y sont allés. Ils y sont allés. Carte blanche à quelqu'un voilà, qui a l'avantage de l'expérience et l'avantage de n'être lié à aucune des coteries locales. Ok. Marion, c'était vraiment passionnant et c'est vrai que moi je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce que vous avez fait parce que bon, il y a ton article dans Le Point, il y a la jaune et la rouge, où tu as fait un article, mais c'est vrai que ça mériterait plus d'écho parce que c'est quand même quelque chose de fondamental et qui est très utile alors, probablement ça a plus d'écho en Occitanie parce Oui, que j'espère. voilà, parce que c'est les principaux concernés. Mais je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas assez ailleurs et que les présidents de région, d'autres régions n'en parlent pas aussi, ou que les présidents d'autres métropoles, les responsables d'autres métropoles ne l'évoquent pas. Parce que Écoute, ça, je ne sais pas ce qu'ils disent entre eux. Ce qui est certain, c'est qu'il faut un président de région costaud pour faire ça. Parce que bon, il n'y a pas que des choses extrêmement populaires dans nos analyses et nos propositions. Et les élections régionales sont très prochaines. Donc, il fallait un président de région suffisamment détaché, enfin suffisamment à l'aise pour prendre ce risque. Je suppose que la période est un petit peu glacée. On doit être un peu en gel d'initiative, vu les élections régionales à venir. oui, c'est vrai. C'est une hypothèse en tous les cas. Alors, je vais te poser deux nouvelles questions. Alors, de Frédéric Tatou, qui dit c'est très bien de mobiliser les énergies locales de différentes manières. Cette expérience apparemment très réussie laisse-t-elle entrevoir un rééquilibrage possible des territoires qui deviendrait structurel, avec par exemple un effet de motivation pour que des locaux se lancent dans une carrière politique locale? Alors, peut-être plus d'intérêt être acteur local que national, c'est ce que veut dire Frédéric. Et donc, de notre camarade Rédelé, on a parlé des élus de l'État. Quelles sont les réactions des acteurs privés à ces initiatives, ces D'accord. propositions? Alors, les acteurs privés, on les a beaucoup écoutés, hein. On sait d'ailleurs les seules réactions négatives là, que j'ai eues dans ma réunion avec les élus. J'ai eu deux réactions négatives qui trouvaient qu'on avait trop écouté les privés et pas assez les associations d'écologie. En l'occurrence, c'était quelqu'un du Parti vert. Et bon, donc on a beaucoup écouté ce qu'on a appelé les forces vives, c'est-à-dire les gens qui pouvaient avoir des idées d'action, des idées de. Et dans la liste, je ne sais pas, mais oui, ça doit être 2/3 de ce que j'appelle force vive, hein, que ce soit. Donc on a beaucoup rencontré les acteurs industriels, agricoles, enfin tous les acteurs économiques du coin, hein. Donc, je n'en ai pas parlé parce que, en fait, ils font partie des 110 personnes rencontrées et consultées, des personnes en général ouvrant sur des ensembles, soit d'entreprises, soit des structures collectives. Alors, est-ce que ça donne de la substance aux responsables des. J'en sais rien, ça, c'est ça l'histoire. Il faudra voir si ça a inspiré des gens. Ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé des élus là-bas, hein, puisqu'en fait, on a été très souvent en contact avec Jean-Luc Moudinque et avec Carole Delga, et avec les différents responsables de la métropole et de la région. On a trouvé des élus, surtout à la métropole, j'ai trouvé très, très motivés pour agir, très conscients du mur qui se présentait à eux et très, très motivés pour agir. Alors, est-ce que ça rend leur boulot plus intéressant? J'en sais rien, c'est à eux qu'il faudrait le demander. En tous les cas, voilà, ils ont passé du temps avec nous et ça les a entraînés à cogiter et à se demander que faire. Ok.
Je ne peux pas aller plus loin. Après, il faut les interroger eux-mêmes. D'accord. Alors, Marion, on arrive presque au bout du webinaire. Alors, peut-être je peux te poser une dernière question et tu pourras aussi conclure en même temps. C'est vrai que dans les plans de relance, dans les analyses, on distingue souvent, c'est les mesures immédiates un peu pour mettre des pansements. Alors, on a eu les mesures d'urgence du printemps, le PGE, chômage partiel. On a des mesures de relance avec effet immédiat. Et puis, il y a des mesures, disons, de transformation structurelle. Une lecture rapide du rapport, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'évolutions structurelles que vous proposez. Donc, est-ce que toi, tu fais un distinguo comme ça entre mesures avec un effet très rapide et mesures de transformation, disons, sur plus long terme de l'économie de l'Occitanie, de la métropole toulousaine, ou alors pour toi, c'est artificiel et on peut avoir un effet de court terme des mesures et en même temps transformer? Parce que c'est vrai que si je ne me trompe pas, et même si j'ai vécu un an à Toulouse, je ne connais pas très bien, j'ai l'impression que Toulouse repose, et la région, beaucoup sur l'aéronautique. Donc, est-ce que ça veut dire que l'aéronautique deviendrait un pôle d'attractivité parmi d'autres ou alors, voilà, c'est en attendant que l'aéronautique redevienne le moteur, le gros moteur. Donc voilà, un peu, ça c'était anecdotique, mais de manière générale, est-ce que c'est des mesures de long terme ou des mesures de court terme, ou pour toi, il n'y a pas besoin de distinguer les deux et les deux vont ensemble? Alors, on s'est placé volontairement, je ne sais pas si c'est réussi ou pas à la fin, hein, mais dans une perspective plutôt moyen et long terme. Il y avait eu, avant notre arrivée, des plans de relance locaux, c'est-à-dire des mesures, comment faire en sorte que les commerces ne ferment pas tout de suite, enfin des mesures d'urgence, si j'ose dire. Ils ont eu, au-delà du plan d'urgence national, au-delà des mesures de chômage partiel, enfin, au-delà de toutes les mesures nationales, il y avait aussi eu des plans de relance locaux et régionaux. Toutes les collectivités avaient mis en place leur plan court terme, si j'ose dire. Donc, nous, on s'est placé volontairement dans une perspective moyen et long terme, effectivement. Alors, ça n'empêche pas qu'on a proposé l'organisation de salons virtuels de l'emploi pour que les jeunes qui vont sur les 50 000 là, qui sont sortis à l'entrée puissent avoir connaissance des secteurs dans lesquels on cherche des employés. Voilà. Ça n'empêche pas de proposer des choses un peu plus concrètes comme le campus formation pour remplir les emplois qui sont vacants. Bon, mais notre perspective, ça a quand même été une perspective moyen et long terme. D'accord. Le climat-espace, faire en sorte les nouvelles mobilités, hydrogène électrique de puissance, intelligence artificielle, le spatial, faire en sorte que Toulouse soit, au-delà de la capitale de l'aéronautique, la capitale du spatial, avec un certain nombre de propositions concrètes. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un plan spatial là, européen qui allait être lancé. Je veux dire, ça donne de la résonance et des opportunités à des gens qui se sont préparés. Oui. Les opportunités, comme on le sait, ne valent que pour ceux qui sont déjà prêts. Oui, oui. Et c'est bien, voilà, c'est bien dans cet esprit-là qu'on a réfléchi nos propositions. OK. Bah, Marion, je te remercie beaucoup. On a été très heureux de t'entendre. Et puis, encore une fois, je pense que ça mérite beaucoup d'écho. À notre petit niveau, on y contribue, on est content d'y contribuer un petit peu. Voilà. Et on espère que Merci. ça va prendre de l'ampleur et ça va se diffuser dans d'autres régions et métropoles. Et puis, j'avais oublié de rappeler au début que tu étais président du CA de l'X et que Oui. tu es active dans la communauté, tu as été à l'école et on a senti que tu avais toujours cet intérêt pour l'enseignement supérieur important. Et on a été très heureux de t'entendre. Et donc, jeudi, donc on aura un spécialiste médical qui nous parlera des vaccins parce qu'on a été très heureux de t'entendre. Mais malheureusement, on se dit qu'on en a encore pour quelques mois de cette crise. Et donc, on risque d'avoir encore quelques webinaires avant de se réunir vraiment à la Maison des X, comme on fait d'habitude. Donc voilà. Mais en tout cas, ça nous donne de l'espoir de t'entendre et de voir qu'il y a des choses de faites. Voilà. Je te remercie beaucoup. Merci à tous les participants. Et puis, Merci à vous. Au contraire, merci de vos questions stimulantes. OK, merci Marion. Et on se retrouve pour ceux qui sont intéressés jeudi pour un webinaire plus médical. Voilà, plus sur les vaccins. À bientôt.
Au revoir. Au revoir.